Ok, alors bonsoir à tous. L'orthophonie française a près d'un siècle. Elle est née en 1920 avec Madame Suzanne Morel-Mézoni. Passionnée de langue française et d'un besoin médical naissant, l'orthophonie a éclos très vite. Le travail de Madame Morel-Mézoni a dépassé nos frontières. Aujourd'hui, plus de 40 ans après la création officielle de l'enseignement de l'orthophonie, plus de 20 000 orthophonistes sont diplômés en France et partout dans le monde. Le cursus initial a été renforcé à de multiples occasions, dont la dernière en 2015 après l'obtention du master. Partenaires à part entière des professions de santé, les orthophonistes évaluent, rééduquent par leurs techniques spécifiques de nombreux champs d'action. Nous avons donc également un rôle de dépistage. Alors nous allons commencer avec le retard de parole, la rééducation du retard de parole, du retard de langage et du trouble de la communication. L'idée avec cette présentation, c'était de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le cabinet d'orthophonie une fois que vous avez fait la prescription. Il existe beaucoup d'idées reçues sur les orthophonistes. Même ma fille me dit « Maman, elle a deux travails, celui où elle dessine et celui où elle joue ». Alors c'est vrai, on joue beaucoup et on dessine peut-être encore plus. Mais par contre, quand on dit souvent que les orthophonistes font du soutien scolaire, là, je suis vraiment pas du tout d'accord. Je vais donc essayer de vous expliquer au mieux et dans le temps qui m'est imparti ce que nous faisons en termes de rééducation dans les différentes pathologies que j'ai listées ici. Alors, en premier lieu, je vais vous parler du retard de la rééducation du retard de parole. C'est l'acte le plus basique et celui qu'on imagine faire l'orthophoniste. L'orthophoniste est le zozotement. Il s'avère qu'en fait, c'est un des actes les plus traites qu'il m'ait été donné de rééduquer. Tout ce qu'on fait dans nos champs de compétences, on sait que ça va être très compliqué. Et ça, on croit toujours que ça va aller facilement, que rééduquer un zozotement, ça va être facile. Et en fait, c'est jamais facile du tout. Il faut d'abord, en premier lieu, déterminer s'il s'agit d'un trouble articulatoire, d'un retard articulatoire ou d'un retard de parole. Alors, tout dépend en fait du système phonémique de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il possède toute la chaîne articulatoire, feu, se, che, ve, ze, je, est-ce qu'il est capable de tout dire ou est-ce que ce n'est pas le cas? Dans le premier cas, dans le cas du trouble articulatoire, le système phonémique de l'enfant est complet, mais un phonème est mal dit. Il existe une interposition linguale, par exemple. C'est le classique stigmatisme, les enfants qui parlent un petit peu comme ça. Dans le cas du retard articulatoire, mon système n'est pas complet. Je dis par exemple un S à la place d'un SE à la place d'un CHE ou un TE à la place d'un SE. Pour le retard de parole, le système est complet en isolé, mais lorsque j'associe les phonèmes, à ce moment-là, ça ne marche plus. Je vais remplacer le TRE par le CRE, par exemple. Alors la prise en charge. En fait, tout dépend de ce que j'ai trouvé. En cas de trouble d'articulation, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'attitude de succion parce que c'est souvent associé. Il faut également vérifier la déglutition suivant l'âge parce qu'à ce moment-là, elle est souvent restée primaire. On est là plus sur du conditionnement. C'est ce que je vous ai mis en premier. L'enfant doit produire correctement le son, donc placer correctement la langue, et c'est souvent un problème d'accompagnement qu'un réel problème musculaire. Sauf si c'est associé à un travail de déglutition, et à ce moment-là, on va vraiment être obligé de faire des praxies. Donc l'exercice de positionnement de langue, répétition de mots, etc. C'est souvent pris en charge lorsqu'on a une déglutition primaire ou chez des grands enfants ou des adultes qui se sentent diminués de parler avec un petit cheveu sur la langue. C'est très mignon à 2 ans, mais beaucoup moins à 15. En cas de retard articulatoire, c'est là que les choses un peu difficiles commencent. Il faut dans un premier temps arriver à produire le son cible. Et là, c'est vraiment difficile. Plusieurs techniques différentes sont possibles pour nous aider à rééduquer les enfants. On a les guides langues. Je vous ai mis une jolie petite image en haut des guides langues. Voilà, qui portent bien leur nom. Tu as dit quoi? Non, je regarde ici le pointeur. Ah ouais, non. Ah, je sais pas, peut-être ça? Oui, c'est ça le pointeur. Ah, donc, je vous ai mis l'image des guides langues qui portent bien leur nom parce qu'ils nous aident à positionner correctement la langue, voire même à la bloquer si c'est nécessaire. On peut utiliser aussi la macromotricité à travers la DNP. C'est les petites images que je vous ai mises en bas à gauche.
Donc on ne va pas en parler tout de suite de la DNP parce que je vais le développer un petit peu plus tard. En fait, c'est juste que les sons sont ressentis à travers le corps et on peut utiliser des gestes, des massages, des traces dans la peinture, dans le sable. Et là, vraiment, on s'amuse, on fait de la peinture, on en met partout, tout ça, tout ça. Une fois que la langue est bien positionnée, là, vraiment, on a presque gagné. Le son est reproduit correctement et on n'a plus qu'à le substituer dans le vocabulaire. Donc moi, à ce moment-là, je fais des listes de mots que je donne aux parents et qu'ils doivent répéter tous les jours avec leur enfant. Et petit à petit, le son s'actualise dans la parole. C'est un petit peu ce que je vous ai mis là, c'est le projet de rééducation. Je fais le son en isolé, ensuite je le fais dans la syllabe, ensuite je le fais dans les mots, puis dans les phrases, et en dernier, je le répète tous les jours dans toutes les phrases. Donc une fois qu'on a réussi à faire ça, dernière étape, c'est discriminer le son. Parce que ce n'est pas le tout de le dire, encore faut-il l'entendre. Donc c'est beaucoup de jeux à base de conscience phonologique, des dominos, et là effectivement, on joue beaucoup. Dans le cas du retard de parole, c'est un petit peu différent. On va faire beaucoup de travail de répétition de syllabes pour habituer la langue à faire des va-et-vient, d'avant en arrière, c'est souvent ça, parce que les enfants trouvent plus facile de dire tout au même endroit dans la bouche, comme dans le cas du crin à la place du train, parce que le R est en arrière, et donc plus simple de dire un que en arrière aussi qu'un t qui est en avant. On ne fait pas de praxie bucco-lingo-faciale isolée dans le cas d'un trouble articulatoire, parce que c'est un problème de coordination et de placement articulatoire, pas du tout un problème de force musculaire. Sauf si on est dans le cadre d'un syndrome plus général, comme un syndrome de Down par exemple, où là il y a une hypotonie générale. Les circuits neuronaux en fait, qui contrôlent la production de la parole ne sont pas les mêmes que ceux qui sont empruntés lors d'un exercice de praxis sans production de parole associée. Je vous ai trouvé un petit article, si ça vous intéresse, dans apraxiakids.org qui parle de Logic Theorem and Evidence Against the Use of Non-Speech Oral Motor Exercises to Change Speech Sound Production. Ok, alors la rééducation du retard de langage, je vais aller assez vite là-dessus. Après le bilan, quand on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un trouble spécifique, mais bien d'un retard de langage que l'enfant va combler, dans ces cas-là, c'est peut-être là où on va jouer le plus avec les enfants. Il va falloir enrichir le stock lexical avec du travail de catégorisation. On va faire beaucoup de jeux sur des images, du tri d'images, des personnages, du dessin dicté pour la précision lexicale. On va mettre en place le syntagme verbal chez le tout petit qui ne l'a pas encore, avec des pictogrammes, des jeux. Et puis après, il faut mettre en place la structure syntaxique, avec un travail sur les connecteurs logiques, les comparatifs, les locatifs. Et alors là, c'est vraiment ouvert, on peut jouer sur des maisons, dedans, dehors, dessus, dessous. Tout ça pour aider à acquérir le langage. Et enfin, je vais vous parler très rapidement du trouble de la communication. Alors, la communication nécessite un locuteur. Le locuteur, c'est bien sûr celui qui émet et un récepteur. Pour qu'il y ait communication, il faut aussi qu'il y ait un message. Et dans le message, il y a un code et un cotexte, mais aussi des signes non verbaux, des mimiques, des gestes, une posture, une prosodie et une distance à l'autre. Tout ça représente la communication. La personne autiste ou atteinte d'un trouble de la sphère autistique a du mal à interpréter le monde, à organiser son environnement et accorde une importance surdimensionnée aux routines. Elles ont un trouble de la communication parce que le langage est complexe pour elles, même si elles possèdent le langage. C'est tout ce qui est le trouble de la pragmatique qui va beaucoup les embêter. Nous n'allons donc pas simplement corriger le langage, dans le cadre d'un trouble de la communication, mais éduquer à la communication. Pour éduquer à la communication, on a différents types de méthodes. Je ne vais pas pouvoir tout vous présenter parce qu'évidemment, il y en a des tas et des tas. Je vais vous présenter celles que moi je connais et que je pense qu'ils sont relativement beaucoup utilisées. Donc, il s'agit du PEX, du Makaton et de la DNP. En premier lieu, travailler sur la communication, ça va être donner des repères concrets pour permettre aux enfants d'anticiper, de diminuer les angoisses, pour qu'il y ait plus de prévisibilité, d'autonomie et plus de flexibilité pour l'entourage.
Il faut vraiment bien connaître son patient pour pouvoir lui proposer des activités qui soient adaptées à son mode de compréhension. Et suivant son niveau d'abstraction, on va vraiment proposer un support différent de communication. Ça va pouvoir être un objet, une photo, une image, un pictogramme. On peut passer par du langage oral, du langage écrit. Il va vraiment falloir déterminer quel type de communication va être nécessaire. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une communication alternative si l'enfant n'a pas du tout de langage, ou si elle va être augmentative, si on va juste avoir à aider l'enfant à avoir une meilleure qualité de langage. Donc les PEC, c'est Picture Exchange Communication System. En fait, c'est le système de communication par l'échange. Il permet les deux, c'est-à-dire soit d'être un moyen de communication augmentatif, soit un moyen de communication alternatif, si le patient ne peut pas s'exprimer autrement, si la parole ne s'est pas développée ou a été perdue. Cette méthode comporte différentes étapes à respecter. Elle s'appuie sur l'apprentissage d'un échange de pictogrammes avec un interlocuteur. C'est une technique qui est basée sur la stratégie de récompense, donc elle permet de développer la récompense sociale. Après chaque réalisation d'une activité, en fait, le patient va être récompensé. Le PEC est adapté à tous ceux ayant des difficultés à utiliser la parole, à tout âge et à tout type de troubles dans lesquels les capacités de communication et d'interaction sociale sont déficitaires. L'objectif est de permettre à l'enfant de communiquer avec son entourage, de demander des objets désirés, en échangeant des images, en collaboration avec un partenaire, puis indépendamment. Ça va permettre aussi d'aider l'enfant à initier un langage parlé s'il ne l'a pas encore. On utilise donc des pictogrammes PECS. Là, je vous ai mis deux exemples. C'est ceux qui sont en haut, heureux et avocat. Donc, ils sont très jolis, bien dessinés. Les pictogrammes PECS sont souvent assez, alors moi j'ai envie de dire chargés par rapport à ceux qui sont en dessous. Mais c'est souvent des belles images qui sont très reconnaissables. Donc, on utilise les pictogrammes. Il existe aussi un manuel d'apprentissage. Et il y a des livrets de communication qui sont faits comme celui au milieu, avec des bandes velcro, où on a le vocabulaire qui est en haut et la bande velcro qui est en bas et qui nous permet de faire des phrases. Donc il suffit de décoller les images qui sont en haut pour pouvoir faire une phrase en bas avec les pictogrammes. Alors, il y a plusieurs phases d'apprentissage pour les PECS. Dans la première phase, on va juste faire un échange physique avec pour objectif final d'échanger un pictogramme à la demande d'un interlocuteur. Dans la deuxième phase, dite de spontanéité, c'est le patient qui prend l'initiative de l'échange dans le but d'asseoir les acquis et de les généraliser. Dans la phase 3 de discrimination, il s'agit de sélectionner l'image qui correspond à l'objet désiré. Dans la phase 4, on va commencer à mettre en place la structure de la phrase avec le pictogramme « je veux », puis le pictogramme correspondant à l'objet désiré. Dans la phase 5, on va répondre à la question « que veux-tu » Le patient peut faire des demandes spontanées et répondre à une demande de type « que veux-tu » Et dans la phase 6, on va être dans la communication spontanée et répondre à des questions spontanées dans le but de communiquer spontanément avec son entourage. Donc ça, c'est un petit peu le... La deuxième programme que je vous propose, c'est le programme Macathon. Lui aussi s'applique à un public très varié, d'enfants ou même d'adultes, avec un retard mental, un autisme, un polyhandicap, un trouble spécifique du langage oral. On peut vraiment beaucoup l'utiliser. Ce programme favorise le développement de la communication et du langage oral par l'attention conjointe de la parole, de signes et de symboles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais utiliser un pictogramme, un signe en langue LSF, c'est ça, et en même temps la parole. Donc il permet d'établir une communication fonctionnelle en améliorant la compréhension et en favorisant l'oralisation. Il permet aussi de structurer le langage oral, par exemple dans un trouble spécifique du langage oral, et le langage écrit. Il permet de meilleurs échanges au quotidien et il permet d'optimiser l'intégration sociale. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on associe toujours le canal visuel, le canal gestuel avec la LSF et la parole, qui va toujours accompagner le code pictographique et le geste. Si c'est possible, on utilise même le langage écrit. Là, ils sont écrits dessous, ils ne sont pas forcément toujours écrits. Là, c'est dans le cas d'un enfant avec un bon niveau de langage, probablement.
Donc contrairement aux pictogrammes PEC, ceux-là ils sont très très simples, dessinés en noir et blanc, et on peut vraiment les refaire facilement à la main. Ils permettent l'organisation et l'anticipation des activités comme dans le cas du PEX. Il permet d'exprimer les besoins. Donc en premier, dans ce programme-là, on va cibler un vocabulaire de base restreint mais fonctionnel. On va l'organiser en différents niveaux. On va le personnaliser en fonction des besoins spécifiques du patient. Et on va toujours le combiner avec les différentes modalités de communication. On va avoir des échanges conversationnels avec le patient, avec des incitations à imiter le geste par des stratégies d'encouragement. Dans ce programme-là, l'implication de l'entourage est vraiment nécessaire. Et enfin, je vais vous parler de la DNP, qui est la dynamique naturelle de la parole. Elle était utilisée au départ spécifiquement pour les enfants sourds, mais elle a rapidement été utilisée pour tous les enfants ayant un trouble de la communication. En fait, elle veut donner à l'enfant à ressentir le micro-geste bucco-laryngé de la parole dans tout le corps avec une redondance des canaux d'entrée possibles, auditifs, visuels et kinesthésiques, et ce pour faciliter l'émergence de la parole et prendre conscience du corps. On va aussi faciliter l'ouverture corporelle et diminuer les défenses tactiles. Elle permet vraiment l'apparition rapide de vocalises et de répétition de sons. Et on constate souvent pendant les séances la baisse de l'agitation et la baisse, voire la disparition des stéréotypies. C'est vraiment un outil ludique et artistique parce que c'était sur l'image de tout à l'heure. On va faire des dessins à la peinture, il y a aussi possibilité de faire des massages sur l'enfant pour qu'il ressente le geste, etc. Au final, il existe de nombreuses méthodes de communication alternatives et augmentatives. Elles ont chacune leur spécificité, leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà. Ça, c'était pour vous parler de ces différentes pathologies. Alors, je vais vous parler maintenant du trouble spécifique de langage oral et plus particulièrement de sa rééducation et de la rééducation du trouble spécifique de langage écrit. Alors, c'est ce qu'on appelle plus couramment la dysphasie, dyslexie, dysorthographie. Je voulais avant tout vous faire un petit rappel parce qu'on ne peut pas vraiment aborder la rééducation sans parler quand même un petit peu de théorie. Et la théorie, elle est assez complexe, mais je pourrais vraiment en parler pendant des heures, mais ce n'est pas vraiment le but ici. Je voulais juste vous mettre quelques points pour vous permettre de mieux comprendre ce que nous faisons et pourquoi. Alors, la chronologie du langage est vraiment importante si on veut être alarmé. Je voulais juste vous rappeler très rapidement que dans le développement du langage, on a d'abord le développement prélinguistique qui est caractérisé par des cris et le babil et les gazouilles dès le 3e mois. Ensuite, on a le doublement des syllabes, le pointage et l'imitation. Ensuite viennent les premiers mots vers 10-12 mois, les premières phrases vers 12-18 mois. Dans le cadre d'un bilinguisme, c'est-à-dire l'apprentissage de 2 langues en même temps, l'apparition des mots est retardée car il est nécessaire que les 2 langues soient développées en parallèle. L'enfant doit donc pouvoir exprimer le même taux de vocabulaire dans les 2 langues. Donc il faut absolument qu'il y ait autant de mots en expression dans la langue A que dans la langue B, même si ce ne sont pas forcément les mêmes mots. Ensuite, il vient le langage combinatoire, c'est-à-dire la phrase à 2 mots qui apparaît vers 18-24 mois. Et ensuite, l'enrichissement du vocabulaire est exponentiel. L'enrichissement du langage est exponentiel entre 2 et 3 ans en termes de syntaxe et de vocabulaire. L'utilisation du jeu arrive vers 3 ans et une maîtrise correcte de la langue est observée vers 6 ans, même si après ça, elle continue de s'enrichir. Il existe une grande variabilité interindividuelle avant la maîtrise totale de la langue, mais il existe quand même des signes d'alerte qui sont vraiment parlants, comme l'absence complète de langage à 18 mois, l'absence d'association de mots à 24 mois, l'inintelligibilité de la production langagère au-delà de 24 mois, l'absence de production syntaxique au-delà de 36 mois et la non-utilisation du pronom personnel « je » au-delà de 36 mois. Ça, c'est vraiment des signes qui sont déjà parlants en termes de troubles spécifiques du langage oral. Alors voilà un petit peu comment je conçois le langage. C'est Chomsky et Rondal qui en ont parlé. Ce sont les aspects modulaires, conceptuels et computationnels qui ont été développés donc, par ces messieurs.
Les aspects conceptuels sont fonction de notre efficience intellectuelle et sont en relation étroite avec les autres fonctions cognitives. On ne peut donc pas vraiment agir dessus. C'est tout ce qui est lexique, sémantique, c'est-à-dire le mot, la phrase, le discours, la pragmatique, c'est-à-dire le contexte. Tous ces aspects ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement génératif, alors que nous, c'est ce que nous recherchons dans la rééducation. Si ce n'est pas génératif, on ne va pas pouvoir fabriquer un modèle, donc on ne va pas pouvoir rééduquer l'enfant. Tous ces aspects-là conceptuels sont trop en lien avec les connaissances générales de l'enfant, donc c'est difficilement rééducable. Et ces aspects-là vont évoluer toute la vie. Dans les aspects computationnels, donc ça c'est la phonologie et la grammaire plutôt. Alors ça c'est moins imbriqué aux autres fonctions cognitives, elle peut donc être plus facilement rééduquée. Par contre ces aspects-là ont une période sensible d'acquisition, donc il faut le faire assez jeune. Donc certains aspects vont être rééducables et d'autres au contraire ne peuvent pas l'être. Voilà, je vais vous passer tout ce qui est théorie linguistique complexe. Hein. Ça va nous amener donc à la prise en charge. Alors lors de la prise en charge, on va utiliser la macromotricité, c'est la DNP dont je vous parlais tout à l'heure. Il existe différentes méthodes, il y a aussi la méthode verbotonale, mais en gros, c'est la DNP, tout ce qui est macromotricité, c'est là où on fait la peinture à doigts et où on se lance les balles. On utilise tous les canaux sensitifs qui sont en notre disposition, juste pour que l'enfant ressente le son et pour qu'il puisse émerger. C'est tout le travail sur la phonologie. Le travail sur la métaphonologie, lui, est plutôt fait à l'école, mais des fois, il est nécessaire de revenir dessus. Donc ça, c'est un petit peu de travail qu'on fait aussi. Le travail de la morphosyntaxe est plus compliqué. Alors moi, j'utilise des pictogrammes et des images. Je vous ai fait des vidéos, mais je crois qu'elles ne fonctionnent pas. Alors, je vais juste vous les commenter. Alors, ici, en haut, j'utilise partout des pictogrammes. En haut, on a juste un sujet et une action. Donc, l'enfant doit choisir un pictogramme parmi monsieur, madame, garçon, fille, bébé et le poser sur le pictogramme d'en bas qui représente qui. Et ensuite, il va choisir une action qu'il va poser sur le pictogramme que fait. Et ensuite, il va pouvoir me dire son ébauche de phrase. Faire comme ça me permet de scinder les mots, parce que souvent, les enfants n'ont pas conscience des unités de mots, ils vont les grouper ensemble. Là, cet après-midi, j'ai encore l'exemple d'une petite fille qui, pour elle, le mot, c'était pas glace, c'était une glace. Comme si c'était tout collé. Le fait de séparer en pictogrammes comme ça les mots, je donne à visualiser le langage. Sur la deuxième diapositive, c'est exactement le même type de travail, sauf qu'il est déjà beaucoup plus élaboré, puisque là j'ai un sujet, un objet, un sujet, une action, un objet, et en plus j'ai les déterminants. Là, j'arrive à la limite de ce que je peux faire avec les pictogrammes. Après ça, je vais être obligée de passer dans la communication uniquement en voix orale parce que ce sera trop limitatif en pictogramme. Je ne vais plus pouvoir travailler en linéaire parce que les sujets ne sont pas toujours en premier et les objets ne sont pas toujours en premier aussi dans la langue. Voilà. Donc je vais vous parler un tout petit peu du trouble spécifique du langage écrit. Donc il y a deux grandes théories qui expliquent la dyslexie dysorthographie, puisque quand on parle de trouble spécifique du langage écrit, on est dans la dyslexie dysorthographie. Soit on a le trouble des habiletés phonologiques. Ça a été vu à de nombreuses reprises par Talal en 80, par Fowler en 91. Dans le cas du trouble phonologique, on a vraiment des répercussions qui sont à la fois langagières et à la fois sur le plan de la lecture et l'écriture. Les répercussions langagières sont quand même importantes. On va avoir des hésitations, des manques du mot, des performances déficitaires en évocation lexicale, des difficultés avec les nouvelles formes phonologiques et bien sûr dans le langage écrit, puisque c'est ça qui est caractéristique quand même dans le trouble spécifique du langage écrit, des confusions, des difficultés à écrire les sons, une difficulté dans l'apprentissage des correspondances graphèmes, phonèmes.
Tout ça, c'est vraiment très important dans le trouble phonologique. La deuxième théorie pour expliquer une dyslexie ou une dysorthographie, ça va être le trouble visio-attentionnel, soit de haut niveau avec un encombrement visuel excessif, ça va être l'effet Croding, soit un trouble de l'orientation spatiale, soit un trouble de l'empant visio-attentionnel et des stimuli hiérarchisés. Les répercussions ne sont pas du tout en langage oral, elles vont être uniquement en lecture en orthographe. On va avoir une lecture lente et syllabée, une difficulté à apprendre les graphies complexes, un trouble de l'orthographe lexicale, la difficulté en copie et la difficulté en anglais à l'écrit, parce que c'est une langue opaque, mais du coup dans toutes les autres langues opaques également. Moi, je voulais juste vous dire qu'on a quand même beaucoup plus de dyslexie, dysorthographie qui sont basées sur un trouble phonologique que sur un trouble visio-attentionnel. Non, c'est pas d'accord? Ok. Je crois qu'effectivement, c'est ce qui... Ouais, enfin, vraiment, c'est beaucoup plus important. Donc là aussi, je vous avais mis une belle vidéo pour vous expliquer comment je faisais, mais ça ne va pas marcher. Je suis vraiment trop déçue. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour prendre en charge une dyslexie, dysorthographie? Alors, on va être obligé d'enrichir le lexique orthographique. Pourquoi? Le lexique orthographique, c'est bien sûr pour que les mots soient écrits correctement. Alors pourquoi on va faire ça? D'abord pour compenser et renforcer la voie lexicale qui ne fonctionne pas, mais aussi pour accélérer la vitesse de lecture et d'écriture. D'accord, alors comment on va faire ça? On va mettre en mémoire une représentation mentale associée à un schème moteur. Concrètement, on va mettre en mémoire des mots par le geste graphique, par l'épellation, par la forme du mot et par son sens. Donc on va faire écrire les enfants sur différents supports, etc. Ok, alors je vais vous parler un tout petit peu du trouble de l'oralité. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est un trouble et c'est la difficulté d'alimentation par voie orale. Alors ça c'est vraiment la définition la plus simple et elle paraît évidente quand je vous donne le titre de trouble de l'oralité. Mais ça va être aussi par la suite l'ensemble des difficultés qui affectent le développement psychomoteur et langagier ainsi que affectif. Alors, il existe différents types d'oralité. On va avoir l'oralité primaire qui nécessite des structures neurologiques sous-corticales et une oralité réflexe qui se développe pendant la grossesse. Ensuite, nous aurons dans un premier temps l'oralité alimentaire qui vient de la nécessité de calmer un besoin alimentaire. La bouche, qui est le premier lieu du plaisir chez le petit homme. Vient ensuite l'oralité préverbale qui est l'émergence de sons en lien avec le sourire et l'émergence de la communication sociale, mais aussi la première expression de soi par le cri, les jeux vocaux et les réflexes et les vocalisations réflexes. Ensuite va venir l'oralité secondaire entre 4 et 7 mois. À ce moment-là, la corticalisation commence à se faire et on a une oralité volontaire. C'est le moment du passage à la cuillère. On a donc une double stratégie alimentaire qui se met en place. D'une part, la succion, parce que l'enfant continue à être allaité ou à boire au biberon. Et d'autre part, la mastication, même si au moment de la diversification, elle ne se fait pas tout de suite, elle commence déjà à se mettre en place. Sur le versant verbal, on a le babillage rudimentaire qui commence entre 3 et 8 mois. Ensuite, le babillage canonique, etc. Dès 1 an, on a une complexification du geste mandibulaire, une complexification des gnosies et des praxies et le développement d'un système de prononciation et de l'élaboration d'un lexique. Il est vraiment important de comprendre que l'évolution de la fonction alimentaire se construit conjointement à la construction de l'oralité verbale. Ce sont les mêmes organes et les mêmes voies neurologiques. Elle nécessite également l'intégration de stimulus au quotidien, l'intégration d'informations sensorielles quand on reçoit de la nourriture, qu'on ne sait pas ce que c'est au niveau de la texture, de la saveur, de l'odeur, ça peut être compliqué. Donc ça nécessite une modification et une adaptation du comportement. Et enfin, dernière chose qui est quand même importante quand on parle du trouble de l'oralité, c'est qu'il existe un peu un sens caché à l'oralité, parce qu'on a tout ce qui est la partie psychologique en disant c'est la mère qui nourrit. Il y a le problème de l'attachement, du narcissisme et de l'opposition. Brunner, c'est un socio-constructiviste, il parle du fait que le repas est un format d'échange en fait, qui nécessite une structuration, un calibrage des échanges et des échanges ritualisés dans un cadre stable.
Donc tout ça, c'est très important quand on va parler d'oralité et de dysoralité plus tard. Alors, les étiologies du trouble de l'oralité, elles sont multiples. Ça peut être des anomalies neurodéveloppementales comme les encéphalopathies, la myasthénie, toutes ces maladies neurodéveloppementales. On peut avoir des maladies génétiques et syndromiques, le syndrome de Down, le syndrome de Prader-Willi, tout ça, voilà, ça peut jouer au niveau de l'oralité. On peut avoir des anomalies anatomiques, organiques, fonctionnelles, au niveau du nasopharynx, si on a une atrésie des choanales, si on a une fente, une séquence de Pierre Robin, du larynx, de la trachée, si on a une laryngotrachéomalacie, digestive avec des RGO, des pathologies acquises comme les brûlures caustiques chez les enfants, des pathologies pulmonaires ou cardiaques ou même des allergies. On va avoir un versant plus psychologique aux causes des étiologies, des comportements alimentaires qui vont être déviants, un désordre alimentaire de l'homéostasie, un désordre alimentaire de l'attachement, une anorexie alimentaire, des aversions alimentaires, enfin voilà, toutes ces choses-là, ce sont des étiologies aussi aux troubles de l'oralité. Il est important de savoir par contre que tout ce qui est néophobie alimentaire qui se met en place entre 2 et 12 ans, ça c'est pas pathologique. Ça, ce sont des choses qui arrivent chez les enfants et c'est normal. Au final, on peut rencontrer un trouble de l'oralité alimentaire, déjà in utero, si on a une atteinte ou un dysfonctionnement du tronc cérébral ou un syndrome. Au moment de la naissance, si on a une pathologie ORL, une prématurité, des pathologies liées à l'accouchement. La prématurité, ça joue beaucoup dans la dysoralité sensorielle parce que en fait, la succion non nutritive pendant la grossesse émerge vers 28 semaines et la succion nutritive efficiente arrive entre 33 et 34 semaines. Donc, dans le cas de la prématurité extrême, tous ces bébés qui naissent entre 24 et 32 semaines, ils ne savent pas téter. Donc il va falloir vraiment les prendre en charge très rapidement même s'ils ont des sondes nasogastriques, etc., qui sont gavées, on va être obligé de les prendre en charge très rapidement parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la mise en place de ces structures anatomiques, de la déglutition, etc., sont mises en place conjointement avec celles de la sphère de la parole verbale. Donc si on développe mal l'une, on ne va pas développer l'autre. Donc c'est vraiment très important de les prendre en charge rapidement. Donc à la naissance, s'il y a une prématurité, s'il y a des pathologies qui sont liées à l'accouchement, là on risque d'avoir des troubles de l'oralité. Dès quelques jours de vie, si on se trouve face à une pathologie cardiaque, etc. Et au moment du passage à la cuillère, dans le cas d'autres pathologies neuromusculaires ou neurologiques. Alors quels sont les signes cliniques? Les signes cliniques, ils peuvent tous être résumés par « il a des difficultés à manger ». Ok, alors ça c'est vrai, mais ça peut prendre quand même diverses formes. Ça va être refuse ses biberons, refuse la cuillère, ne mange pas les morceaux, avale tout rond, mange toujours les mêmes aliments, ne sait pas déglutir. C'est un enfant qui a des nausées, qui vomit, qui s'essuie les mains tout le temps. Et en fait, en fonction du type de trouble, on ne va pas avoir les mêmes signes cliniques. C'est-à-dire que si c'est au moment de la préparation du bolus que ça se passe dans la bouche, on peut avoir un trouble de la conduite alimentaire. Ça va se passer au niveau de la couleur, de la texture. C'est ces enfants qui n'aiment pas manger de morceaux, qui ne veulent manger que du blanc, que du rouge, que sais-je encore. Ils vont avoir des stéréotypies gestuelles, ils vont tout le temps s'essuyer les doigts, ils vont avoir un problème avec le goût, ils ne vont pas supporter tel type d'aliment. Voilà, tout ça, c'est ce qui se passe dans le cadre de la préparation. Ils vont avoir vraiment des refus de stimulation au niveau de la sphère ORL et souvent aussi au niveau des doigts, des mains et des pieds. Si ça se passe au niveau de l'ingestion, on va avoir des troubles de la succion, des troubles de la mastication, des troubles de la déglutition. Et si c'est au moment de la digestion, à ce moment-là, on va plus avoir des symptômes du type nausée, vomissement, etc. Alors, je vais vous montrer un schéma que j'ai emprunté à quelqu'un qui m'a formé du coup sur les troubles de l'oralité, qui s'appelle Fanny Guillon à Vernizzi, parce que je le trouvais vraiment très parlant en termes de conséquences de troubles de l'oralité. Alors, du côté gauche, c'est le côté des enfants, et le côté
droit, ça va être le côté des parents. Donc au départ, on a une simple difficulté d'alimentation. Du coup, les parents ne vont pas arriver à nourrir les enfants et du côté de l'enfant, on va avoir un épuisement. D'accord ? Du coup, le parent va développer un sentiment de culpabilité parce qu'il n'arrive pas à nourrir son enfant. Et on va rentrer dans le geste de forçage. Il faut absolument que mon enfant mange parce que c'est un risque de vie ou de mort. À ce moment-là, la notion de plaisir est totalement abolie chez l'enfant et on va commencer à être dans la perturbation du lien avec le parent. On n'est plus dans un cycle normal d'apprentissage de manger. On est dans quelque chose qui est forcé et qui n'est pas optimal. Du coup, on va avoir une angoisse au moment de la prise alimentaire. Ça va perturber le lien avec le parent parce que c'est l'enfant qui ne va pas vouloir téter et qui va être compliqué, qui va se mettre à pleurer. Et ça, c'est compliqué au niveau du parent. Ça implique une cristallisation du trouble chez l'enfant. Vraiment, c'est ancré du coup. La notion de plaisir est complètement abolie chez les parents. Et à ce moment-là, chez les enfants, on va avoir des refus et des défenses corporelles. Au final, chez les enfants, on a des perturbations des expériences polysensorielles. Et on va avoir des mauvaises stimulations polysensorielles faites par les parents. Tout ça, si on ne fait rien, si ce n'est pas pris en charge, ça va aboutir à une alimentation artificielle parce que l'enfant, il faut qu'il mange. D'où l'intérêt d'intervenir le plus rapidement possible et de repérer les signes. Alors, il va falloir faire une évaluation, bien sûr. Alors, quels sont les objectifs? Ils sont multiples. Ça va être bien sûr de retracer le trouble dans l'histoire globale, que ce soit médicale, développementale, familiale, de déterminer le stade alimentaire actuel et de comprendre l'histoire alimentaire. C'est souvent compliqué. Il faut aussi chercher chez les parents, parce que des fois, il y a des histoires qui sont à rebondissement, j'ai envie de dire. Il faut déterminer le stade d'investissement oral et corporel global. Il faut déterminer les capacités sensorielles et aussi motrices orales. On va aussi mettre en lien l'oralité alimentaire et l'oralité verbale. Où est-ce qu'en est l'enfant au niveau alimentaire et au niveau verbal? Et bien sûr, il faut mettre en place un projet thérapeutique adapté. Alors, comment on va faire? Quels sont les moyens? Alors, moi, je fais un entretien anamnestique qui est souvent très long parce que c'est une histoire qui est parfois un peu douloureuse et qui est importante de laisser venir et laisser les parents parler là-dessus. Ensuite, je vais avoir une observation clinique qui passe toujours par l'observation d'un repas que souvent je filme pour pouvoir étudier a posteriori. On va avoir un protocole d'investigation technique, forcément, et des épreuves de langage, justement, pour voir où en est l'enfant et si le stade verbal, du coup, n'est pas trop dégradé par rapport au stade alimentaire. Alors, prise en charge, je vais juste vous donner un tout petit exemple et je vais essayer de faire vite, un cas de prise en charge sensorielle. Donc, du coup, là, ce n'est pas un problème fonctionnel, c'est vraiment un problème sensoriel. On va utiliser 3 types de thérapies différentes. Enfin, 2 types de thérapies différentes et dans les 2 cas, on va insérer des protocoles techniques. Soit avoir une thérapie directe par des séances avec l'enfant. Donc là, ça va être activer ou inhiber des réflexes. Ça va être dédramatiser tout ce qui se passe autour de la sphère orale, retrouver du plaisir et essayer, si c'est possible, de commencer à stimuler l'enfant, soit de façon manuelle, soit avec du matériel. On va essayer de faire des explorations orales, qu'elles soient non alimentaires, avec des grimaces, des objets, toutes sortes de choses, soit alimentaires, qu'elles soient juste visuelles, c'est-à-dire juste voir de la nourriture, soit tactiles, réussir à toucher de la nourriture, soit olfactives, réussir à sentir de la nourriture. On peut aussi faire une thérapie qui soit indirecte. Là, ça va passer par un accompagnement parental. En fait, c'est surtout du soutien, écouter, redonner confiance. C'est aussi apporter une aide technique, montrer comment apporter du plaisir, que ce soit avec ou sans l'enfant. On fait pas mal de jeux de rôle et d'expérimentation. Si je vous installe comme ça, est-ce que vous êtes suffisamment bien installé pour pouvoir manger correctement? Si je vous donne ça à manger, est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça ne l'est pas? Et dans tous les cas, à la fin, on va mettre en place un protocole technique au quotidien parce qu'il faut quand même avoir une action directe en général sur tout ça, hein, parce que c'est vraiment important de mettre rapidement les choses en place. Le trouble de l'oralité, c'est vraiment un trouble qui est assez complexe et qui nécessite une évaluation très précise afin d'aider au mieux les parents et les enfants qui souffrent beaucoup de ces troubles. Voilà.
Merci à tous de votre attention. Je m'appelle François Mouret, donc je suis orthophoniste en libéral. Et donc je vais vous présenter 2 exposés, si je les retrouve. Donc on va commencer par le bégaiement. Donc je vais vous parler un petit peu du bégaiement et de ce qu'on appelle les troubles de l'affluence. Alors c'est un peu un anglicisme en fait, mais malheureusement le terme est, semble-t-il, un peu entré dans les usages. C'est bon, ça passe? Voilà. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'intervention de l'orthophoniste dans certains troubles ORL. Je ne peux pas faire tout on ne peut pas tout couvrir, mais je vais aborder quelques sujets dans ce domaine-là. Et ma collègue nous parlera ensuite des troubles neurologiques pour conclure. Donc, la notion de trouble de fluence, je suppose qu'on comprenne un peu ce que veut dire fluence. Donc, je vous propose ici une définition. Donc, on peut dire qu'une parole est fluente ou fluide si elle est produite sans effort. Donc, ça s'oppose à une forme de dureté, avec des attaques, c'est-à-dire des démarrages et des transitions entre les sons qui sont douces, et à une vitesse rapide, mais adaptée. Donc, pour que la parole remplisse ces conditions, il faut maîtriser à peu près toutes les composantes de la langue, donc des sons aux mots, en passant par la combinatoire des mots dans la phrase, et puis aussi le sens qu'on cherche à véhiculer et son adaptation au contexte. Donc, un point important, en fait, qui n'est pas du tout évident pour les uns et les autres, je pense, c'est que une parole fluente, en fait, chez tout le monde, n'exclut pas, en fait, un certain nombre d'accidents qu'on appelle justement des disfluences et qui sont absolument normales dans le discours spontané chez tout le monde, y compris moi en ce moment. Donc, je vous ai mis un exemple ici. C'est une retranscription littérale de ce qui est dit et c'est à peu près, c'est fidèle, en fait, à une production orale, quelle qu'elle soit, dans un discours spontané, c'est-à-dire pas du tout préparé. Donc, vous avez des répétitions, j'ai, je. Vous avez des corrections, vous avez l'interruption parce qu'il est, ça s'arrête et on recommence. Lui, il procède, ça s'arrête et on corrige à nouveau. Vous avez des interjections ou des marques d'hésitation comme eux. Vous avez également des mots d'appui comme enfin ou tout ça à la fin. Donc, ces différents types d'interruptions en fait, dans le flux de parole, c'est des interruptions qui sont normales jusqu'à un certain point chez les locuteurs. Donc justement, dans le cas des troubles de l'affluence, on va avoir une altération de un ou plusieurs de ces paramètres qui font qu'un discours est fluide. On peut en distinguer 3. Donc des disfluences qui sont anormales. En général, on en distingue 3. Les blocages préphonatoires, c'est vraiment un blocage avant l'émission du son. Donc, par exemple, sur cartable, et vous allez avoir une attaque qui va être très, très, très violente. Des prolongations, un cartable. Et puis ensuite des répétitions de mots ou de parties de mots qui sont produites avec tension. Parce on peut répéter des mots normalement dans le discours spontané. Dans le cas de troubles de l'affluence, ça va être des répétitions qui sont vraiment tendues. Il y a une notion vraiment de lutte avec les mots dans les troubles de l'affluence de manière générale. Donc c'est pas le cartable, c'est le cartable. Voilà. On est dans ce genre de difficultés. Donc ça, c'est des disfluences qu'on ne rencontre pas dans le discours spontané chez la plupart des locuteurs. Et ces disfluences, elles ont ceci de particulier qu'en général, elles contribuent à casser la syllabe, en fait. Vous avez une coupure, en fait, dans la syllabe entre la consonne et la voyelle, qui n'est pas une coupure normale, en fait, dans la parole non pathologique. Ensuite, on a également des altérations du débit. Donc la parole peut être trop rapide, c'est le cas le plus fréquent, ou trop lente, ou alors trop variable avec des accélérations et puis des ralentissements. Et on peut avoir aussi des problèmes de pause, des pauses qui ne sont pas suffisamment fréquentes ou qui sont mal placées, des accents qui sont mal placés. Et un troisième faisceau de signes, c'est le fait que certaines disfluences dont je vous disais qu'elles étaient normales peuvent devenir anormales si elles sont trop nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a un moment en fait où si les révisions, les répétitions ou les interjections sont dans une proportion très élevée, on n'est plus dans quelque chose de spontané, de fluide. Et donc, si on reprend ces trois types de signes, en fait, on peut faire une première définition grossière des 3 grandes catégories qu'on distingue dans notre champ
dans notre profession de manière générale. Donc le bégaiement qui associe des disfluences anormales et puis des altérations du débit. Alors, un trouble qui est moins connu, qui commence à être un peu étudié dans le domaine francophone, mais qui est quand même plus connu chez les anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le bredouillement. Alors, c'est pas une bonne traduction, parce que cluttering, c'est plutôt parole encombrée, encombrement. Et c'est un trouble, en fait, qui touche plutôt le débit. C'est des gens qui vont parler très, 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 très vite, ou alors avec des variations vraiment anormales. Qui vont créer, en fait, je vais en reparler un peu après, des télescopages en fait, de syllabes, et qui souvent présentent un discours avec beaucoup, beaucoup de disfluence, qui va donner une impression de parole encombrée, pas claire, confuse. Voilà, donc c'est le rap. Ah, c'est des très bons maîtres de la fluence, les rappeurs, cela étant dit. Alors, je vais commencer par le bégaiement, qui est à la fois le plus connu et en même temps un trouble qui véhicule beaucoup d'idées reçues, en fait. Hein. Bon, déjà, il faut distinguer différents types de bégaiement. Donc, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le bégaiement développemental. Et dans le cas du développemental, vous avez en fait deux types de bégaiement qui sont sans doute différents d'un point de vue structurel, mais qu'on n'a pas les moyens de distinguer actuellement par des critères objectifs. Vous avez un bégaiement qui est transitoire et qui est en fait finalement normal dans le développement d'un certain nombre d'enfants, qui va apparaître entre 2 et 5 ans à peu près, et qui en général disparaît tout seul assez rapidement. Et vous avez un bégaiement persistant qui va apparaître soit au même âge, et donc les deux peuvent se confondre, soit un peu plus tard, vers 8 ans, ou ça peut être encore vers 12-13 ans. C'est des généralités, il peut y avoir des âges un peu différents, mais en général, c'est de ce type-là. Et donc si on additionne les deux, on a une prévalence de 5% de la population pédiatrique. Et le problème, c'est qu'on n'a aucun critère en fait, pour savoir. On sait que dans ces 5%, il n'y a que 1% qui va rester bègue, mais on n'a absolument aucun critère actuellement pour dire lequel, en fait. Donc c'est pour ça que l'accent a été mis depuis, je dirais, les années 90 sur l'importance d'une prise en charge assez précoce, voire très précoce du bégaiement, pour essayer de donner des chances justement pour réduire, voire faire disparaître ce trouble qui peut être quand même très handicapant par la suite. Et donc par ailleurs, on a le bégaiement acquis, qui est en général neurologique. Et à nouveau, on peut faire une distinction entre un bégaiement vraiment transitoire et isolé, qui est extrêmement rare en fait, au décours d'un AVC ou d'une crise d'épilepsie, ou ça peut être aussi dans certains traitements antimédicamenteux, sur lequel on ne va souvent pas intervenir parce qu'il va se résorber assez rapidement. Et puis des bégaiements beaucoup moins bien définis, moins clairs, en fait, qui sont intégrés à des tableaux plus complexes dans à peu près toutes les pathologies neurologiques qu'on rencontre, donc dans les traumas crâniens, dans les AVC, dans les maladies dégénératives, et puis aussi dans les maladies génétiques, hein, puisque ce que je vous dis là, c'est pas seulement pour les troubles acquis de l'adulte, ça peut aussi survenir dans des tableaux génétiques chez l'enfant au cours du développement. Puis on a le bégaiement psychogène qui est difficile à diagnostiquer comme tous les cas de conversion, et puis voilà, ce n'est pas des patients qu'on rencontre fréquemment en cabinet. Donc, juste quelques mots sur les caractéristiques de ce trouble. En fait, je dirais que la caractéristique la plus marquante, c'est le fait que c'est fluctuant. Donc on ne bégaye pas tout le temps, en fait. Hein. Les gens qui bégayent vont bégayer à certains moments. Et donc, ça explique, je pense, le fait qu'on ait tendance tous à mettre une interprétation psychologisante, en fait, sur le trouble. C'est le stress, c'est l'anxiété, etc. Ce qui est partiellement vrai, c'est-à-dire que le stress, l'anxiété, ce genre de facteur va aggraver le bégaiement, mais ce n'est pas une cause en soi, hein. On le sait maintenant, et il y a un certain nombre de caractéristiques qui le montrent bien, à savoir que le bégaiement, en tout cas le bégaiement développemental, il cède en fait à certaines modifications de la parole. Donc en particulier, c'est des choses connues, hein, quand vous avez un rythme précodé dans le chant, par exemple, dans le chuchotement, vous avez ce qu'on appelle l'effet choral. Si vous parlez en même temps que la personne bégue, si vous lisez ensemble un texte, par exemple, le bégaiement va être inhibé. Et c'est le cas aussi si on ralentit la parole à un débit très très lent. Il y a un débit à partir duquel personne ne bégaye. Et donc ça ne s'explique pas du tout si on a un trouble psychologique. On n'explique pas non plus le fait que le bégaiement aussi peut être inhibé ou en tout cas réduit quand on renvoie dans l'oreille du sujet en fait, sa parole avec un petit retard, un petit déphasage, en fait, un petit décalage dans le temps, ou éventuellement une modification de la fréquence. Hein, si on monte un peu ou si on baisse un peu la fréquence fondamentale, le bégaiement va répondre favorablement.
Et puis on s'est aperçu que le bégaiement était également sensible à certaines stimulations. Alors ça a démarré avec des stimulations par des chocs électriques dans les années 50, donc évidemment c'est pas recommandable. Mais on s'est aperçu que les mêmes effets pouvaient être produits par des stimulations verbales. Et c'est un point important puisque c'est vraiment à la base du traitement chez le jeune enfant. Hein. Ça va être des stimulations par le biais de commentaires en fait, sur la parole, des commentaires positifs et puis des commentaires d'identification sur les paroles bégayées. Donc tout ce qui suit en fait concerne essentiellement le bégaiement développemental. C'est un petit peu différent pour le bégaiement acquis. Donc dans le cas du bégaiement développemental, il y a plusieurs choses importantes. Ça peut apparaître brutalement, du jour au lendemain. Hein. Votre enfant part normalement et le lendemain il se réveille et il bégaye sévèrement. Ça peut être progressif, ça peut être une sévérité au début légère, il bourdouille un peu, il répète quelques mots, puis tout d'un coup ça devient vraiment sévère. Et en fait, pour le bégaiement développemental, ça n'a pas d'incidence sur le pronostic. En fait, hein. Un enfant peut bégayer très sévèrement entre 2 et 5 ans, et ça ne veut pas dire qu'il va forcément bégayer. Ensuite, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le bégaiement. Donc il y a des prédispositions génétiques. Il y a aussi des particularités neurologiques, à la fois au niveau des structures et puis des activations. Hein, il y a pas mal d'études de fait sur des IRM en fait, pendant la parole bègue et puis aussi pendant la parole normale des personnes qui bégaient, qu'on compare en fait, à des sujets normaux et on voit effectivement qu'il y a des zones qui s'activent moins ou d'autres qui s'activent plus. Et puis on a aussi des facteurs environnementaux, le tempérament et l'environnement du sujet qui peuvent jouer. Donc tout ce qui va introduire de la pression temporelle en fait, va être un facteur effectivement qui favorise les bégayages. Et dernier point, passé un certain stade, en fait, le bégaiement va se définir de manière beaucoup plus complexe puisque va se greffer en fait, au trouble de la parole, qui est un trouble de production, en fait, tout un tas de symptômes un peu invisibles qui sont en fait les symptômes qu'on retrouve dans la plupart des troubles anxiophobiques. Hein, ça va être des mécanismes d'appréhension, d'évitement, des cognitions qui sont erronées, une altération de l'estime de soi. Et en fait, tous ces facteurs vont faire une espèce de mayonnaise quand le bégaiement persiste, qui vont en fait aggraver le trouble sur la durée. Hein. Donc il y a tout un tas de mécanismes d'évitement en particulier qui sont mis en place chez les sujets qui bégayent, qui vont en fait entretenir la machine du bégaiement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la première chose, c'est que l'orthophonie est quand même le traitement de premier choix. Quelquefois, les enfants sont envoyés chez le psychothérapeute, enfin chez le psychologue. C'est pas une indication, c'est pas la première indication. Il peut y avoir des cas où c'est nécessaire, hein, mais la première chose à faire, c'est de faire un bilan. Je vous en reparlerai un tout petit peu après sur le timing. Et en termes de prise en charge, bon, il y a différentes techniques. Hein. Chez le tout petit, on va pas faire de la rééducation, on va intervenir surtout sur l'environnement parental. Et souvent, ça commence par des entretiens avec les parents pour les rassurer, pour leur expliquer, pour leur donner des conseils sur un certain nombre de choses qui sont faites, qu'on a tous fait ou qu'on a tous envie de faire en fait. Hein. Respire, arrête-toi, qui sont des mauvais conseils en fait, parce qu'en général, ça aggrave le bégaiement. De la même façon, tous les conseils qui consistent à dire pense d'abord à ce que tu vas dire dans ta tête avant de le dire, c'est des conseils qui vont en fait favoriser le fait que l'enfant se focalise sur sa parole et pas sur le contenu, et qui en général aggrave le bégaiement. Donc c'est pas si simple que ça, et ça nécessite effectivement un temps en fait, avec les parents pour les rassurer et leur apprendre aussi un certain nombre de choses. Chez l'enfant un peu plus grand, on peut mettre en place des techniques, donc je vais en parler peut-être un petit peu après. Non, je crois que j'aurai pas le temps. Donc il y a différentes techniques en fait, pour réduire, contrôler le bégaiement. On appelle ça souvent des techniques de restructuration de la parole. Ça va être des techniques, par exemple, avec un métronome ou par exemple avec une parole très ralentie. Donc quand je dis très ralentie, c'est vraiment, si je prends une phrase, je prends juste le début, ça ferait vraiment prise en charge. Je suis à peu près à 2 secondes par syllabe. C'est la vitesse à laquelle vous inhibez le bégaiement. Donc évidemment, ce n'est pas une parole fonctionnelle pour le quotidien, mais on peut passer par cette vitesse-là pour ensuite ramener le patient à une vitesse acceptable où la parole est naturelle. Donc c'est ce qui est à la base du programme, un des programmes dont on dispose actuellement, puisqu'en fait c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis et puis aussi en Australie, pour des raisons aussi sociologiques en fait, hein, qui sont liées au fait que la prise en charge sur le plan financier, est quand même conditionnée à des résultats. Donc il y a pas mal d'études qui ont été lancées pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et donc actuellement, il y a plusieurs programmes basés sur l'épreuve, en tout cas qui ont fait l'objet d'essais randomisés cliniques,
qui donnent des résultats intéressants. Donc on a le programme en particulier LeadComp pour les enfants d'âge préscolaire et les enfants scolaires, qui est un programme basé vraiment sur des commentaires. En fait, on forme les parents à administrer le traitement, hein. C'est une visite par semaine, et c'est les parents en fait, qui vont avec l'enfant adopter un certain nombre de comportements et surtout un certain nombre de commentaires qui sont dosés d'une certaine façon, qui sont grosso modo des commentaires de félicitations en fait, quand la parole est fluide et des commentaires d'identification quand la parole est bégayée, qui sont sans jugement de valeur. Hein. Tiens, la parole est un petit peu cabossée. Et ça donne de très bons résultats chez les petits. Alors l'argument qu'on peut avancer contre, c'est qu'effectivement, vu qu'on n'a pas de critères pour distinguer ceux qui vont, dont le bégaiement va se résorber, tout seul, et ceux qui vont garder un bégaiement, on peut dire, bah oui, mais en même temps, ça marche parce que certains, de toute façon, auraient récupéré tout seul. En fait, on a quand même montré que les enfants avaient plus de chances, en suivant ce genre de programme, de ne pas, rester bègues que ceux qui n'avaient pas suivi du tout de rééducation. Donc ça vaut quand même le coup d'y songer quand le bégaiement perdure au-delà de 6 mois, on va dire. Donc vous avez le programme Camperdown pour les adolescents et les adultes, qui n'est pas un programme qui vise à guérir en fait, du bégaiement, mais à contrôler en fait, le bégaiement par le biais justement de cette parole prolongée qui va être progressivement accélérée. En fait, hein. Donc ensuite, c'est plutôt votre rayon, c'est même entièrement votre rayon. Il y a des traitements médicamenteux qui existent, qui ne sont pas manifestement, de ce que j'ai lu, complètement consensuel. En fait, il y a eu une étude il y a quelques années sur le pagoclone qui a été faite sur 1 an ou 2, puis ils ont arrêté les essais, donc je pense que ça n'a pas très bien marché. Donc il y a en gros des antagonistes de la dopamine et puis certains régulateurs, dont le pagoclone, qui peuvent parfois être prescrits, c'est à l'appréciation du médecin, et c'est quand même évidemment pour des cas sévères et en général plutôt pour des adultes. Ensuite, on a également un appareillage qui existe, donc qui se repose justement sur le feedback retardé dont je vous parlais, le fait qu'on peut avoir la parole avec un décalage. En fait, c'est comme un appareil auditif en fait, hein, qui renvoie la parole avec un petit décalage et qui peut aider certains. C'est aussi plutôt pour des bégaiements sévères et c'est pareil, c'est un peu controversé. Il y a des études qui montrent que c'est plutôt efficace et d'autres qui disent que c'est pas clair. Voilà. Je pense que ça dépend un petit peu des patients. Et puis, à l'orthophonie et à ces traitements peuvent s'ajouter d'autres traitements. Donc, évidemment, les psychothérapies peuvent être utiles parce que c'est pas facile de vivre avec un bégaiement et que parfois, ça peut vraiment beaucoup aider les patients. On a aussi la psychomotricité pour les enfants en particulier, ou encore l'art-thérapie. Alors, je ne connais pas bien l'art-thérapie, mais voilà, c'est des indications aussi complémentaires. Et en termes de timing, donc évidemment pour les bégaiements acquis, on intervient tout de suite. Les bégaiements neurologiques, sauf évidemment le bégaiement qui est lié à un médicament, si on peut changer le traitement, on regarde d'abord si on peut changer le traitement. Pour les bégaiements développementaux, bon, s'il apparaît au-delà de 5 ans, c'est à peu près, hein, c'est vraiment cas par cas ensuite, mais s'il apparaît au-delà de 5 ans, en général, on va intervenir tout de suite. Et pour des enfants plus jeunes, en particulier les tout petits, on préconise en général d'attendre 6 mois, mais ce n'est pas forcément inutile de rencontrer les parents, en tout cas d'avoir un échange avec les parents pour voir un petit peu comment c'est abordé. En tout cas, au-delà de 6 mois, il faut faire quelque chose et il ne faut pas laisser les choses s'installer. Donc je vous ai remis les libellés de prescription sur vos ordonnances. Et donc je passe au deuxième trouble qui est le bredouillement. Qui est moins connu. Donc vous avez une petite image, la rigolote, qui illustre bien la différence entre les deux troubles. Donc vous avez le bègue, la personne qui bégait à gauche, et à droite vous avez la personne qui bredouille. Donc le bredouilleur, tout est mélangé. Le bègue, c'est dans le bon ordre, mais ça a du mal à sortir. D'accord ? Donc le bredouillement, c'est un trouble qui se caractérise par un problème de débit en fait. Hein. Le débit est trop rapide ou irrégulier ou alors une combinaison des deux. Et on a aujourd'hui des mesures normatives hein, pour dire si un débit est normal ou pas. C'est-à-dire on peut faire des moyennes. On sait à peu près que en moyenne, chez un sujet normal, dans à peu près, il y a des variations selon la langue, mais en tout cas en français, on est à peu près à 5 syllabes par seconde. En moyenne, une personne qui bredouille, elle va être à 13, 14, 15, 16, 17 syllabes par seconde. Hein, donc c'est vraiment très très rapide. Évidemment, quand vous parlez à cette vitesse, eh bien, vous allez avoir un nombre insuffisant de pauses. Vous allez avoir des télescopages en fait, de syllabes. Hein, donc vous pouvez pas, l'appareil phonatoire n'est pas fait pour parler aussi vite.
donc il va se produire des perturbations. Donc c'est un défaut d'ajustement en fait de la parole. Et contrairement au bégaiement, c'est un trouble qui est souvent pas très bien perçu par le sujet. C'est-à-dire que souvent c'est quelqu'un qui va venir consulter son médecin et puis peut-être l'orthophoniste, parce qu'en fait les gens lui disent mais tu parles trop vite, on comprend rien, c'est pas possible. Alors tous les parents vont dire ça de leur enfant adolescent, mais il y a un moment effectivement où on peut vraiment repérer ce trouble-là. Ça va être des gens qui ont vraiment un problème d'intelligibilité, qu'on ne va plus comprendre en fait correctement. Et c'est des troubles qui sont variables. Donc contrairement au bégaiement, dans les situations de contrôle de la parole, en fait, c'est des gens qui vont parler mieux. Alors que les personnes qui bégayent, si vous les mettez, comme c'est mon cas là, à devoir faire un exposé, ça va être vraiment une situation difficile. Alors que pour les gens qui bredouillent, c'est plutôt dans les périodes, dans les moments de détente en fait, en famille, ou quand ils ne sont pas sous contrôle, en fait, que ça va être le pire. Et c'est là qu'on ne les comprend pas. Donc c'est un trouble qui est apparemment assez fréquent, mais qui est encore sous-diagnostiqué. Ça peut être associé au bégaiement. Donc on a pas mal de personnes qui bégayent, qui bredouillent aussi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi des accélérations du débit qui s'ajoutent, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Et encore une fois, on a des spécificités neurologiques. J'ai un peu l'impression que maintenant, de toute façon, avec les techniques actuelles, c'est le cas pour à peu près tous les troubles, on va repérer effectivement des zones d'activation spécifiques. Et il y a une prédisposition génétique, puisqu'il y a, en général, je crois qu'il y a 80%, dans les études américaines en tout cas, il y a 80% des personnes qui bredouillent qui ont un membre de leur famille qui bredouille aussi. C'est quelque chose qui est mieux, c'est un trouble auquel on est mieux sensibilisé, je pense, outre-Atlantique. On commence un petit peu à regarder ça de plus près en France, mais c'est assez récent. Donc c'est un trouble qu'on ne peut pas diagnostiquer trop tôt. Avant 7-8 ans, ce n'est pas la peine de chercher à faire un diagnostic, parce que de toute façon, les capacités au niveau de la programmation ne sont pas encore complètement abouties. Et en termes de rééducation, ça ressemble un petit peu au bégaiement, au sens où on peut travailler aussi sur la vitesse, mais il va y avoir un gros travail vraiment de levée de la nosognosie et d'auto-évaluation de sa vitesse de parole. Là, je parle à tant de syllabes, là, je parle à... Et ça, on peut le faire avec des outils dont on dispose actuellement. On peut le faire en enregistrant le patient, et puis ensuite, on regarde le signal, et puis on peut faire des moyennes assez facilement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les patients, enfants comme adultes, en fait, apprennent assez vite à se servir de ce genre d'outils. Et en plus de la vitesse, on va devoir travailler également le langage, l'organisation des idées, les fonctions exécutives, parce que c'est des patients qui ont souvent du mal à inhiber, ils vont être un peu dans l'impulsion. Et puis les habiletés de communication et surtout la prise en compte de l'interlocuteur. C'est des patients qui vont pas ajuster leurs paroles en fait, au retour que leur donnent les interlocuteurs. Qui vont pas les regarder. Et donc je termine sur les troubles de la fluence qu'on trouve dans les dysarthries, qu'on pourrait appeler aussi pseudo-bégaiement, donc qui sont des dysfluences. C'est un peu une nébuleuse en termes de littérature. La frontière entre le bégaiement et le pseudo-bégaiement n'est pas très claire. Elle n'est claire pour personne. Donc grosso modo, si on parle de troubles de la fluence, on va le trouver essentiellement dans deux grands types de dysarthries, les dysarthries cérébelleuses. Alors, des paroles un peu explosives, avec des accélérations, etc. Et puis dans les dysarthries extrapyramidales, et en particulier dans les dysarthries parkinsoniennes, où on va retrouver ce qu'on appelle parfois des palilalies. Donc c'est des patients qui vont parler comme ça. Et donc ça a été beaucoup étudié, on a beaucoup comparé le bégaiement et puis ce type de trouble. C'est pas exactement la même chose, ça répond pas exactement aux mêmes caractéristiques et en termes de rééducation, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Et donc en fait, quand on passe dans les rééducations de dysarthrie avec des bégaiements, on va retomber sur des méthodes dont je vais vous parler un petit peu après, qui sont celles qu'on utilise ailleurs, en rééducation vocale par exemple. Donc, on a des supports qui sont variés, on peut utiliser le feedback visuel, voir la parole avec différents types de systèmes. On voit le signal, on voit la courbe de mélodie, on voit la courbe d'intensité par exemple. On peut avoir un retour auditif, on peut avoir un abord manuel aussi avec les patients qui ont des dystonies, on va avoir des massages, on va essayer de faire des manipulations pour essayer de détendre un petit peu la zone. Donc on tombe dans des rééducations où on mélange plusieurs techniques qui sont moins protocolisées, si j'ose dire. Donc voilà pour le premier point sur les troubles de l'affluence qui clôturent les pathologies développementales. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre l'impulsivité dans les bredouillements et l'impulsivité dans l'hyperactivité? Oui. Un lien entre l'impulsivité dans l'hyperactivité et... c'est associé dans un certain nombre de cas, mais après...
Voilà, il n'y a pas assez d'études, enfin en termes d'épidémiologie, bredouillement, en France, on ne sait pas trop bien. C'est pas vraiment étudié, hein, c'est encore très récent comme trouble. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Alors attendez. Moi, personnellement, depuis 2-3 ans, j'ai pas mal d'indications par des médecins généralistes pour ce genre de pathologie, notamment le bredouillement, en ce qui concerne le bac. Oui. Tous les adolescents en fait, qui arrivent pour le bac et qui ont une appréhension énorme par rapport à l'oral, alors qu'ils se débrouillent très bien, ils sont incapables de prendre la parole. Donc c'est vraiment ce genre de pathologie en fait, qu'on met en avant. Et ce sont des bredouillements réels qui existent depuis des années et qui n'ont pas été laissés ou pris en charge parce que on comprend rien quand il parle parce qu'il articule pas, il a qu'à déjà se tenir droit et puis articuler. Et en fait non, il y a une réelle pathologie. Et donc avant, c'est bien de les prendre en charge parce que ça les aide vraiment beaucoup dans les Il parle en SMS en fait. C'est un peu ça, ouais. En SMS, il bredouille pas, mais... Voilà, le problème, c'est qu'en SMS, il bredouille pas du tout, en fait. C'est vraiment le souci. Mais c'est vrai que c'est des adolescents qui nous sont envoyés parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre. Enfin, il y a un problème avec le bac de français, notamment. Et en fait, quand on fait le bilan, très rapidement, on se rend compte que ce n'est pas un problème réel par rapport aux apprentissages, mais c'est un problème pour la prise de parole et communiquer en public et perdre toutes leurs capacités. Donc c'est vraiment intéressant de nous prescrire, en tous les cas, des rééducations dans ce cas-là. Des bilans, moi. Voilà, des bilans pour qu'on fasse les rééducations parce que ça ne dure pas forcément très longtemps et on ne rentre pas dans le cadre de prise en charge, d'apprentissage comme on peut avoir pour d'autres choses. Ils veulent mettre un grand oral au bac maintenant en France. Oui, c'est ça. Oui, ça remplacera. Il y en a trop de reçus. Ça doit être ça, ils veulent trouver un autre Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est souvent des patients qu'on retrouve soit au moment des examens des adolescents, soit des jeunes adultes au moment d'entretien d'embauche. D'ailleurs, c'est pareil pour le bégaiement, on va retrouver souvent les patients qui bégayent adultes. Il y a un âge où ils ne consultent pas et ils reconsultent souvent dans l'entrée dans la vie active où vraiment le bégaiement va les gêner. Et c'est vrai que c'est pareil pour le bredouillement. Et c'est vrai que depuis peu, on dispose quand même d'outils normés. Donc on peut quand même, vraiment faire une distinction. Bon, c'est pas normé sur des grandes populations. On a quand même là, il y a une batterie qui existe depuis un an, en fait, qui est normée quand même sur 60 adultes de différentes régions, et puis, non, 60 adultes qui bredouillent, et puis je crois une centaine d'adultes normaux, en fait. Donc ça donne quand même voilà, on peut quand même situer les gens de manière assez précise. Tu dis ça par rapport aux régions, parce que des fois on a des sous-titrages quand on voit les reportages à la télé. Là on a quelques cas de bredouillement, tout à fait. J'ai sous-titré parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Bon, je vais passer à l'exposition. Oui, pardon. Dans les différentes problématiques que vous avez posées dans les différents topos, quels sont vos objectifs et quel est le taux de succès? Alors, pour les bégaiements de l'enfant développementaux, l'objectif, c'est de faire disparaître le bégaiement quand on peut. Ça marche assez bien chez les tout petits. Encore une fois, je vous dis, c'est difficile de savoir si on est dans un petit qui aurait récupéré spontanément, ou dans un petit dont on a réussi à contrôler le bégaiement. Actuellement, on n'a pas vraiment d'outils pour le montrer. On sait juste que celui qui n'aura aucune rééducation et qui commence à bégayer, enfin ceux qui en tout cas n'ont pas d'éducation, ils ont plus de chances de continuer à bégayer après. Voilà, c'est tout. Mais, il y en a qu'on va considérer comme guéris. Oui, il y a une forme de guérison. En fait, c'est le bégaiement, en principe, c'est un bégaiement transitoire. Parce que le bégaiement persistant, il peut être plus ou moins contrôlé, mais c'est en général pour toute la vie. Hein, Ouais. Et dans les troubles de l'oralité et les autres troubles spécifiques du langage, quel est l'objectif et quel est le taux de succès? Alors, juste avant, je te laisse répondre ensuite. Pour les taux de succès, si vous cherchez des études, en fait, il y en a. Hein, sur le bégaiement, il y en a plein. En fait, je pourrais vous donner des références si vous voulez, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites, je vous dis, parce que le système de santé anglo-saxon est fait de telle manière qu'ils ne veulent pas payer si ça ne marche pas, donc il faut montrer que ça marche. Pour ce qui concerne l'oralité, je crois qu'il y a des études aussi, hein, c'est recommandé par l'HAS. Alors déjà, pour l'objectif, ça va être la reprise d'une alimentation qui soit saine, qui soit pas saine en termes de... Fonctionnel. Voilà, qui soit fonctionnelle. Et on a quand même je ne peux pas dire en termes d'études, mais il y a quand même de très bons résultats. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui prennent en charge les enfants qui ont des troubles de l'oralité. Je ne sais pas les chiffres. Non, mais nous, par exemple, en Medipôle, les enfants qui sortent de la néonate, par exemple,
La plupart des enfants sortant de la néonate sont des enfants qui vont pouvoir être suceurs ou qui vont avoir le moyen d'être alimentés à la maison et de ne pas être encore hospitalisés juste parce qu'il y a un trouble d'alimentation. Et ça, grâce aux stimulations qu'on aura pu mettre en place avec eux et avec la famille quand on est au Médipôle. En fait. Après, au plus tôt c'est mis en place, au meilleur sont les chances de réussite. Et on va les considérer comme guéris, ils ne reviendront pas après avec... Logiquement, une fois que l'alimentation est remise en place, qu'il y a la mastication, qu'ils peuvent prendre, bon, ils vont avoir peut-être des textures qu'ils vont jamais plus ou moins tolérer. Et après, il faut voir comment le système digestif aussi sera parfaitement fait ou pas. Mais il n'y a pas de raison, on n'a pas de retour en arrière en fait. Une fois que c'est mis en place, que ces fonctions-là sont remises en place, on n'a jamais vu d'enfants qui se mettaient à ne plus manger après non plus. Sauf si ça devient plus ou moins psychogène. C'est autre chose, voilà, c'est anorexie ou ce genre de choses, mais c'est lié à d'autres choses. C'est lié à d'autres choses qu'à la pathologie qu'on va prendre en place, enfin qu'on va prendre en charge au début en tout cas. Dans le cas du trouble spécifique, par contre, c'est différent parce que là, il va pas y avoir de guérison. C'est de la compensation. Ça va juste être de la compensation. Voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'au plus on prend en charge les enfants tôt, au meilleur est la compensation et elle va leur permettre de mieux choisir leur métier par exemple ou de mieux choisir leur orientation scolaire, ce qui ne va pas forcément être le cas si c'est vu trop tard. Oui, on a un va-et-vient en fait entre compensation, récupération et puis réhabilitation. En fait, ça dépend un petit peu des pathologies. Donc pour le bégaiement persistant, en général, ça va être du contrôle, c'est de la compensation. Ouais. Pour du bredouillement, ça va être plutôt de la guérison, hein, en général. Ça marche bien. Pour les retards de parole, par exemple, on va considérer qu'il y a une sorte de guérison, mais on n'est pas étonné de revoir ces enfants au cours des apprentissages de l'écrit. Parce qu'ils n'ont pas complètement systématisé les choses, ou ils ont besoin de nouveau d'avoir des piliers pour pouvoir remettre en place les acquis. Mais il y a des enfants qu'on ne revoit pas. Pourtant, quand on a un retard de parole et langage, voilà. On sait quand les troubles ont été assez importants au début, il n'est pas rare qu'on ne les revoie pas plus tard. Mais on peut envisager qu'ils passent le bac et qu'ils puissent bien faire... bien sûr. Même des patients très troubles spécifiques du langage oral ou du langage écrit, bien sûr. Moi j'ai un patient que j'ai eu très tôt et il est infirmier anesthésiste, ça se passe très bien. Enfin, il a pu passer tous les concours, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi qu'on se bat pour tous ces tiers-temps mis en place, tous ces aménagements mis en place. Il ne faut pas qu'on soit bloqué juste par l'apport de l'écrit, parce qu'il n'y a pas que ça en fait qui va... Ça ne joue pas sur toutes les fonctions intellectuelles. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas plus bêtes. C'est pour ça que c'est important de compenser le plus rapidement possible. Quoi. Exactement. On a eu des politiciens qui sont bègues. Hein. Ben oui. Voilà. Des chanteurs qui sont bègues. Il y a peut-être des dyslexiques. Et il y a sûrement des dyslexiques, il y a des comédiens qui sont dyslexiques, enfin ça se sait quoi. Et la parité globale, filles-garçons? C'est toujours les garçons, ça dépend. Toujours les garçons qui sont plus touchés. Et comment vous expliquez ça? On l'explique pas. Ça, je pense qu'on l'explique pas. Je crois que ça dépend quand même des troubles. Hein. Je pense qu'il faut regarder. Ouais, mais il faut regarder au cas par cas. Ça doit être un bagage neuronal à la base. Ils sont moins bien fournis, je pense. Il y a quelque chose qui n'est pas en connexion. Non, on ne sait pas du tout. On sait pas du tout. Peut-être que je sais que par exemple pour le bégaiement, il y avait une étude qui avait montré que les filles sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est autour du langage. On est un petit peu moins brutes, nous. Donc on va faire plus attention au retour de tout le contexte du langage. Le garçon, il va très rapidement prendre en charge quelque chose de négatif sans pouvoir s'appuyer sur tout le positif qui va être autour. On va lui faire une réflexion et il va se baser sur cette réflexion et il va avoir du mal à passer au-dessus. Mais ça, l'étude avait été faite chez des enfants tout petits, hein, ils avaient 4-5 ans. Dans notre culture ou dans toutes les cultures? Non, je pense que c'est assez culturel. Ça, je pense que c'est très culturel, ouais. D'ailleurs, le bégaiement... le bégaiement, en revanche, en termes de prévalence et d'incidence, c'est partout pareil. Hein. Ouais. C'est 5%, 1%. Ah oui. Ouais, dans toutes les langues. Il y a une époque où on pensait, le temps tout passe. Avec la même parité fille. Ouais, 3 garçons pour une fille, ouais. Alors, je vous parle un petit peu de l'orthophonie et des fonctions ORL, et je ne vais pas parler de toutes les fonctions ORL, parce que, on n'a pas le temps, et que de toute façon, je ne serais pas bien incapable de le faire en aussi peu de temps. Donc, je vous ai mis ici une vue d'ensemble des troubles de notre nomenclature qu'on peut considérer comme relevant du champ ORL. Et moi, je vais vous parler des dysphonies, des dysphagies, des paralysies faciales et des remaniements chirurgicaux, qui sont les 4 derniers points, en fait. Et je vais commencer par les dysphonies.
Donc évidemment, on ne se précipite pas chez l'orthophoniste après une laryngite, où c'est normal d'avoir une voix comment dire, particulière. Donc les personnes avec des dysphonies qu'on va retrouver, c'est des gens qui sont en général passés par l'ORL, et s'ils ne l'ont pas fait, on va leur demander de le faire, parce qu'on a besoin de savoir dans quel état sont les cordes vocales. Et ce sont des patients qui vont présenter des troubles de la voix dont la cause peut être de différents types. Donc là, j'ai fait une classification en 3 grands groupes, les dysphonies sans lésion. Et je dirais que dans la liste qui est affichée, le plus fréquent, c'est comme le forçage vocal qu'on rencontre en cabinet. Donc des enseignants, des commerciaux, des grévistes, tout à fait, des politiciens qui ont forcé sur leur voix, des gens qui se mettent au chant quelquefois aussi, et voilà. Donc c'est des gens qu'on rencontre effectivement. On va retrouver cette catégorie-là aussi dans les dysphonies avec lésion, puisque certains ont tellement forcé qu'ils vont avoir des nodules. Qui peuvent ensuite donner lieu à des complications. Donc j'ai fait 3 grands groupes aussi, c'est sans doute pas exhaustif et vous connaissez ça sans doute mieux que moi. Bon, grosso modo, vous avez des lésions qui sont effectivement réactionnelles en fait, à un forçage, où là ça fait sens qu'on intervienne, parce qu'en fait si on n'intervient pas, on peut effectivement l'enlever par voie chirurgicale, mais ça risque de revenir, puisque c'est comportemental. Vous avez des lésions qui sont en général congénitales en fait, et on peut intervenir au cas par cas, en particulier chez les enfants, c'est possible, hein, mais ça va être souvent des rééducations assez courtes où l'objectif, c'est pas forcément de récupérer une qualité vocale, ça va être plus de montrer à l'enfant comment s'y prendre pour gérer le souffle, etc., et pas mettre en place des comportements de forçage compensatoires, en fait. Et puis, on a des dysphonies avec lésions plus graves, en fait, où on va intervenir dans le parcours de soins, parfois au début parce qu'on ne sait pas qu'il y a un cancer, et puis ensuite, selon le traitement adopté, on va continuer à suivre le patient. Et puis on a des dysphonies neurogènes qui sont, pour certaines, vraiment très fréquentes en Calédonie. Donc en particulier, les paralysies récurrentielles sont vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup ici. En partie lié, je pense, en raison des thyroïdectomies. Donc il y a beaucoup de paralysie après des thyroïdectomies, il y a beaucoup de thyroïdectomies. Et on a aussi pas mal de paralysie sur des cancers, des compressions. Et c'est pareil, c'est parfois des patients qu'on va avoir dans le cabinet qui ont été vus par l'ORL, dont la corde vocale est paralysée, qui vont venir en rééducation, mais on ne sait pas encore d'où vient la paralysie. Et souvent, c'est au cours de la rééducation que les patients vont apprendre qu'ils ont un cancer ou en tout cas une masse qui gêne l'influx nerveux. Donc ça fait partie aussi de ce type de rééducation. Donc les rééducations de dysphonie, c'est à la fois des rééducations techniques, parce qu'on va travailler sur du muscle en fait, hein, sur du muscle et des comportements, et en même temps une rééducation qui fait beaucoup intervenir la dimension psychologique, puisqu'il y a quand même cette dimension qui intervient dans toutes les dysphonies avec forçage, et puis aussi dans des dysphonies plus graves où il faut accompagner le patient par ailleurs. Donc j'ai mis quelques mots sur l'évaluation, parce qu'en fait c'est un domaine où on a quand même, je pense, pas mal progressé depuis une vingtaine d'années. Tant au niveau des outils, on a quand même des outils normés maintenant pour évaluer la voix. Ça n'a pas tellement d'intérêt pour le diagnostic, parce que je veux dire, c'est pas compliqué de dire qu'une voix est modifiée, on peut le repérer facilement. C'est intéressant plutôt pour suivre l'évolution, en fait, hein, pour documenter l'évolution, pour voir si ça marche ou pas, la rééducation. Donc on a à la fois, on combine en général 3 types d'informations, des informations, des auto-évaluations en fait, qui sont plutôt orientées vers la qualité de vie, en fait, mais qui sont bien corrélées sur le plan statistique à la sévérité en général des troubles. Des données perceptives en fait, qui sont recueillies par nos soins en fait, pendant le bilan. Donc il y a des échelles qui existent, comme le GRBAS par exemple, hein, où l'on note en fait de 0 à 3 la raucité, le souffle, est-ce qu'il y a un comportement de forçage ou plutôt un comportement un peu asthénique, et puis l'instabilité de la voix. Et puis on regarde évidemment tous les comportements associés, la respiration, la posture, par exemple ma posture actuelle qui n'est pas bonne, parce que je suis tout tordu pour parler, les tensions musculaires au niveau du cou, au niveau de la mâchoire, au niveau de la langue. Et puis, on peut mener une analyse acoustique. On a des outils maintenant relativement fiables qui sont bien étalonnés. En fait, simplement, il faut être prudent sur les mesures. Il faut avoir des bons outils, un bon micro, une bonne carte son, un environnement pas bruyant. Donc, à l'hôpital, c'est toujours un peu compliqué. Et il faut être quand même prudent sur les évaluations acoustiques. Alors, d'abord, il n'y a pas de corrélation simple entre une pathologie et un profil acoustique. Hein. On peut avoir le même profil acoustique avec des lésions
lésions différentes ou pas de lésions. Et puis par ailleurs, il peut y avoir des erreurs de détection. Il faut un peu d'expertise quand même pour pas faire n'importe quoi. Dans tous les cas, la référence, ça reste comme l'analyse perceptive, hein. L'acoustique est là vraiment pour guider un petit peu les choix de rééducation et puis aussi montrer aux patients qu'ils progressent. Parce que quelquefois, il dit non, mais c'est pareil. On dit non, écoutez votre voix, regardez le signal. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc ça a aussi une vertu, comment dire, pédagogique. Donc les axes de rééducation, ils sont assez variables. Vous avez des patients en forçage, on va plutôt dans de la détente, de la relaxation. On va alors essayer de mettre en place une respiration costo-abdominale. En général, c'est des gens qui vont avoir une respiration très haute, hein, thoracique, comme ça. Donc il y a un débit d'air beaucoup trop important pour une bonne vibration des cordes vocales. Avec certains patients, on va travailler plutôt sur les attaques, des gens qui vont avoir des attaques vocaliques beaucoup trop fortes. Ça peut être un travail aussi sur les résonateurs. Et ça dépend vraiment du profil, et ça on le détermine pendant le bilan. Il y a des patients qui vont être en forçage, on va être dans un travail en douceur, et inversement, un patient avec une paralysie récurrentielle qui a une voix complètement soufflée, on va être dans un travail plutôt en force de stimulation. Ce qu'on veut, c'est que la corde vocale saine compense et est plus loin que là où elle va d'habitude. Donc il y a plusieurs techniques combinables, je ne vais pas détailler ici. Donc juste vous parler un petit peu de la paille, on peut rééduquer avec la paille. Ce n'est pas une lubie des orthophonistes, c'est simplement tout bête, c'est que quand on souffle dans une paille, on fait monter la pression de l'air dans la bouche, donc on exerce une force sur le larynx qui va favoriser la fermeture en fait, des cordes vocales. Donc on joue sur ce qu'on appelle l'impédance en fait, ramenée sur le larynx. Et en fait, on crée en fait, un rapport entre la pression au-dessus et la pression en dessous qui est le rapport idéal pour une phonation saine, de bonne qualité. Donc c'est l'idée de ce type de rééducation. Après, il y a des patients à qui ça ne convient pas du tout, parce qu'on ne peut pas les faire souffler dans une paille pendant 6 mois, toutes les semaines en séance. Donc on a d'autres outils, on peut travailler aussi avec le feedback visuel ou avec le feedback auditif. Donc ça peut être vraiment utile. Maintenant, on a des logiciels de visualisation en fait, du spectre en fait, de la voix en temps réel. Donc le patient voit, en fait, même si au niveau technique, il ne comprend pas à quoi ça correspond, on peut lui dire, bah, voilà, ça doit ressembler à ça. Donc allez-y, et puis on fait des essais avec micro. Et puis on a tout un abord manuel aussi qui est souvent un petit peu méconnu, je pense, nos collègues et du corps médical. Hein, on touche les patients, on masse les patients, on manipule les patients. On utilise aussi des vibrateurs. Alors ça fait beaucoup sourire les gens en général. On a le Nostrafon qui est un vibrateur professionnel, mais on a aussi des vibromasseurs en fait, hein, qui sont détournés de leur usage, qui ont cette vertu, qui sont à 2 pattes. Donc on peut les mettre des 2 côtés des ailes thyroïdiennes en fait, pour avoir une double vibration en fait, des 2 côtés. Donc ça fait beaucoup rire les patients quand on l'introduit pour certains, ça fait beaucoup rire les gens à qui on en parle, mais en fait ça marche bien. Ça marche très bien, ça détend bien pour les gens qui sont tendus, ça restimule pour les paralysies récurrentielles. Moi je ne l'utilise pas avec les patients sur des terrains cancéreux parce que voilà, je préfère être prudent, même si apparemment il n'y a pas d'études qui montrent une diffusion, c'est pas plus fort qu'un rasoir électrique, hein, donc c'est pas... Bon, je préfère être prudent. Et puis on a aussi des formations spécifiques qui existent, qui sont assez coûteuses et assez longues, mais qui peuvent être intéressantes, en particulier Ostéovox, dont on parle beaucoup depuis une dizaine d'années, qui s'appuie sur de l'ostéopathie en fait, appliquée à la voix avec des manipulations un peu particulières, qui plaît beaucoup aux phoniatres, je crois. Voilà, mais bon, c'est un investissement. Donc, à nouveau, hein, si vous êtes intéressé par les études un peu d'efficacité, il en existe un certain nombre pour la voix. Ça dépend un petit peu des pathologies. Donc, il y a des études sur les paralysies récurrentes, il y a des études sur les rééducations de nodules, il y a des études sur les rééducations de forçage simple. Donc, il faut aller chercher un petit peu sur PubMed ou ce genre d'outils. Et je passe donc au deuxième point sur les dysphagies. Je vais essayer d'être synthétique pour... gagner un petit peu de temps. Donc c'est un domaine aussi où on intervient finalement assez fréquemment. Hein, à l'hôpital, c'est 80% de l'activité de l'orthophoniste. Donc on intervient sur des altérations du temps oral, de la déglutition, du temps pharyngo-laryngé. Alors pour le temps œsophagien, on peut intervenir, on peut faire un peu de guidance, mais il n'y a pas de rééducation à l'heure actuelle des dysphagies œsophagiennes. S'il y a une sténose de l'œsophage, on ne peut rien faire, nous les rééducateurs. Les étiologies, vous les connaissez, ça peut être ORL, ça peut être neurologique, et ça peut être lié à l'âge ou une altération de l'état général. C'est quand même extrêmement fréquent chez les patients en neurologie, et c'est quand même fréquent aussi dans tout un tas de suites chirurgicales de ORL où ça fait sens. On sait qu'on va avoir des troubles de la déglutition, c'est logique vu ce qu'on touche.
Donc la prise en charge orthophonique, contrairement à ce qu'on pense parfois, l'objectif c'est pas forcément de faire remanger les gens, c'est surtout de protéger les voies respiratoires et d'éviter de demander au kiné d'aller les drainer derrière. Et si possible de favoriser une reprise alimentaire péroce, ou en tout cas ça peut être aussi une combinaison entre une alimentation artificielle et puis une alimentation plaisir par exemple voilà, à certains moments de la journée. Et en termes de rééducation, ça dépend aussi des profils de patients. En gros, à notre disposition, on a des stimulations musculaires. En fait, on va être sur du travail plutôt en force, en général, sur les muscles du pharynx, les muscles du larynx, sur la mâchoire, sur la langue, pour renforcer en fait la fermeture des sphincters, enfin, du sphincter. Et puis, on a toute une partie aussi, on pourrait appeler compensatoire, en fait, de mise en place de postures, de manœuvres, de raclements, et puis des adaptations. Donc, je vais en parler un tout petit peu après. Le dosage, il dépend un petit peu du profil du patient. Un patient dément, vous n'allez pas faire des stimulations musculaires, ça ne sert à rien. Vous allez travailler sur les adaptations avec la famille. Un patient ORL, vous allez plutôt être sur la stimulation en force. Et puis un patient de neuro, ça va dépendre un petit peu des troubles associés cognitifs en particulier. Donc, je voulais vous parler un tout petit peu. Donc, le travail musculaire, bon, c'est un travail classique avec des bruits articulatoires, avec des mouvements de la langue, des muscles spécifiques. En termes de posture, en fait, on a différents types de postures qu'on apprend aux patients, en fait, hein, qu'on teste en bilan et qu'on apprend aux patients. Grosso modo, je ne vais pas toutes les détailler, mais enfin, grosso modo, la posture de base, c'est menton entrée, posture de sécurité, pour fermer les voies respiratoires. C'est la posture un peu par défaut en neurologie, dans des suites d'AVC. Après, dans des cas où c'est latéralisé, donc par exemple sur des suites chirurgicales en ORL où c'est que d'un côté, on va avoir le menton entré et on va essayer de voir si ça ne marche pas mieux avec le menton rentré du côté lésé, pour écraser en fait le côté lésé, faire passer le bolus de l'autre côté. Ça marche aussi parfois dans certains syndromes neuro où c'est que d'un côté. Après, pour certains patients qui vont avoir plutôt un problème au niveau du temps oral, on va être sur de la facilitation pour le transport, donc ça va être plutôt penché du côté qui fonctionne. Et puis, dans des cas qui sont heureusement rares, mais qui arrivent, des cas vraiment des glossectomies sévères, où on va avoir un problème de propulsion, on va être plutôt sur, c'est rare mais ça arrive, sur une hyperextension pour faire descendre le bolus, en général plutôt lisse et semi-liquide, et puis éventuellement on rentre ensuite pour donc c'est pas si simple que ça en fait à apprendre. Hein. Rentrer le menton, garder votre ventre, ça marche bien, mais en fait dans le détail ensuite, ça peut être relativement compliqué. Et donc lorsqu'on passe sur des atteintes où il y a plusieurs paires crâniennes atteintes, on peut avoir une posture un peu plus compliquée où on rentre le menton et on va pencher en fait menton entré du côté sain pour faire passer le bolus du côté sain. Comme ça. Donc c'est pas simple, c'est pas automatique, et je vous assure quand il faut le faire toute la journée sur de la salive et sur les aliments, c'est vraiment voilà, c'est un vrai boulot d'apprendre ça en fait. Hein. Ça peut être compliqué en plus par ailleurs s'il y a des troubles cognitifs, à faire trouver des adaptations. Ça s'ajoute, on ajoute à ça en général des manœuvres en fait, hein, qui sont des manœuvres pour expulser ce qui reste. Donc on est sur des techniques quand même souvent en force, on fait du bruit. Les rééducations de dysphagie, c'est des rééducations où on crache, où on fait tousser, où on racle. Voilà, c'est des rééducations en vomi parfois. Et voilà, c'est des rééducations qui donnent quand même d'assez bons résultats. Donc il y a un autre aspect qui concerne les textures que je ne vais pas développer ici, qui commence à être un peu normalisé. On commence à avoir des études pour bien être tous d'accord sur ce que c'est que du mixé lisse, du mixé épais, etc. Parce que ça pose des problèmes récurrents, en particulier dans les maisons de retraite et dans le lit hospitalier. Ça pose aussi des problèmes en libéral quand il faut intervenir dans l'environnement du patient. Puis il y a tout un tas d'adaptations aussi qui concernent le lieu, l'installation. Voilà, on ne donne pas manger un patient à la tête comme ça, la télé allumée. Enfin, c'est des choses bêtes, hein, mais en fait, ça prend du temps en fait, hein, d'apprendre ça aux gens. Et quelquefois, ils n'y pensent pas en fait. Hein, ils disent ah bah oui, effectivement, oui, c'est logique. Bah oui, si la télé est comme ça, dans les hôpitaux, regardez dans les hôpitaux, la télé est toujours en hauteur. Hein, vous avez les patients qui sont comme ça en train de manger. Oui, ils font des fausses routes. Alors, troisième et avant-dernier point. Oui. Oui. On a une vraie contrainte horaire. De temps, d'accord. On a une vraie contrainte horaire. Il reste combien de temps? Mais normalement, on finit à 9h30, c'était ça la contrainte. Oui. C'est pas grave, moi je peux vous laisser le. Donc Bah, j'ai terminé. Oui, non, mais vous faites bien, vous faites bien. Oui, non. Oui, bien sûr, oui. Bah, je vais terminer.
Bah non, mais vous faites bien, il n'y a pas de problème. On va laisser les PowerPoint et puis je pense que vous avez déjà eu un petit aperçu. Je vais juste conclure en disant que... Qu'on fasse jusqu'à 20 mais vous avez un troisième truc, c'est ça que je... Bon, on peut peut-être juste faire le... La neurologie, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et puis je pense que c'est des pathologies que vous connaissez quand même un petit peu. Voilà. Rapidement, moi, mon PowerPoint est assez complet, je n'allais pas lire tout, mais c'est vrai, voilà, les paralysies faciales, c'est par exemple quelque chose d'assez intéressant parce que c'est des prescriptions qu'on a maintenant un petit peu plus en libéral, qui étaient avant surtout données en hospitalier, et c'est vrai que c'est intéressant quand même que tu termines au moins ça. Oui, bah, juste pour dire, je termine là-dessus en fait, qu'on intervient sur des champs qui sont peut-être moins évidents. Et donc en particulier, on est habilité à prendre en charge les paralysies faciales. C'est comme les dysphagies, c'est une compétence partagée avec les kinés. Après, c'est des questions plus de préférence ou d'expérience ou d'intérêt. On ne réduit pas de la même manière. C'est des pathologies qui arrivent un petit peu plus en cabinet. Pourquoi? Parce que là, les directives actuelles, c'est on est au Medipôle. Et une fois que vous êtes au Medipôle, vous devez en sortir le plus vite. En fait, c'est un peu ça. C'est qu'une fois qu'on a passé la phase aiguë importante, tout ce qui va être purement médical, à ce moment-là, vous êtes sorti d'affaires, vous sortez, vous rentrez chez vous. Sauf que, notamment pour les syndromes de Wallenberg, par exemple, des personnes qui vont garder une paralysie faciale plusieurs mois et parfois plusieurs semaines plusieurs mois, parfois des troubles de la déglutition. Et c'est important qu'il y ait cette prescription qui soit derrière. Alors, elle est donnée par le service de neurologie, mais souvent, il faut qu'il y ait le suivi également par le médecin traitant. Et pour nous, c'était important de pouvoir vous montrer ce genre de pathologie que vous connaissez peut-être un petit peu moins, comme ce qu'on indication. Après, comme indication, comme tout ce qui est troubles oromyofaciaux qu'on va traiter un petit peu plus en libéral maintenant. Alors, ce qui est un petit peu, qui va un petit peu à l'encontre aussi des missions actuelles, puisque toutes ces pathologies-là sont souvent prises à 100%. Et il faut savoir qu'on nous incite de plus en plus à ne plus avoir les 100% en cabinet, puisqu'ils ne vont plus être pris en charge par le REAM, par la CAFAT. Donc c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, parce que à l'hôpital on dit sortez le plus vite, et puis toutes ces pathologies qui demandent encore des suivis, et les libéraux, on va leur dire on est désolé, mais on ne peut plus vous donner les moyens de les suivre, à moins que les patients payent. Et encore, c'est pas si évident que ça, parce que comme c'est des pathologies reconnues à 100%, on ne peut pas les prendre en charge en dehors que dans des institutions. Voilà, et donc pour conclure là-dessus, je termine par des choses assez lourdes ici. C'est des choses qu'on voit en cabinet, c'est pas forcément fréquent, mais on voit tous ces cas-là, et de la petite laryngectomie partielle où on a touché assez peu à la corde vocale, à des choses vraiment très lourdes jusqu'à la laryngectomie totale. On trouve aussi pas mal de cas qui sont parfois des patients en fait, qui ne sont pas envoyés tout de suite chez l'orthophoniste, on n'y pense pas en fait. Alors moi je pense excusez-moi, c'est assez lourd, mais les plaies par balle en fait, sont des tentatives de suicide. Il y en a quand même assez souvent, malheureusement. C'est des patients qui vont être défigurés. Et en fait, on peut faire des choses. On va pas régler leurs problèmes, c'est sûr. Mais il y a des compensations qui sont possibles au niveau de l'articulation. Et c'est souvent des patients qui sont un peu laissés dans la nature une fois passé le stade qui est long de reconstruction hospitalier. Et parfois, c'est des patients qui sont en demande, mais ils ne savaient juste pas en fait qu'on pouvait leur donner un petit coup de main. Après, on ne fait pas des miracles sur ce genre de cas très sévères, mais il y a quand même des choses à faire parfois. Voilà. On va travailler sur le confort de vie en fait. Surtout, voilà, moi je vous remercie. Et puis, est-ce que tu veux le mot de la fin? J'aurais peut-être pas le temps. Voilà. Là, en fait, peut-être pour des nous, indications. L'intérêt, c'était vraiment de pouvoir vous montrer toutes les autres pathologies peut-être qu'on peut traiter en dehors de la dyslexie, la dysorthographie, le retard de parole, enfin tous ces troubles d'apprentissage qu'on peut avoir. Il y a aussi beaucoup d'autres pathologies. Là, on l'a vu, en ORL, il y a des pathologies en neurologie que vous connaissez très bien, comme l'aphasie, mais comme j'ai dit, les troubles oromyofaciaux, comme toutes les paralysies faciales, comme tous les troubles aussi qui sont liés au traumatisme crânien et qui sont après avec des handicaps qui sont invisibles et qui sont souvent lâchés un petit peu dans la nature, comme les syndromes dysexécutifs, où ce sont des gens qui sont sortis de l'hôpital, donc sortis d'affaires, et en fait, ils n'arrivent plus à retrouver une vie normale. Et souvent, vous les retrouvez un petit peu au cabinet parce qu'ils ont toujours quelque chose qui ne va pas, mais ils n'arrivent pas à expliquer ce qui ne va pas. Et souvent, ils ne retrouvent pas une vie sociale normale, une vie professionnelle normale. Et parfois, il suffit juste de leur faire un petit peu de rééducation pour pouvoir les remettre et dans le temps, par exemple,
Et dans la perception de la pragmatique, pouvoir travailler correctement dans une société, accepter les contraintes, accepter l'irritabilité qu'on peut avoir avec toutes les atteintes neurologiques autour. Enfin, y a beaucoup de pathologies qui restent encore un petit peu méconnues et surtout qui sont maintenant de plus en plus balancées à domicile sans qu'on leur fasse de suivi. Et souvent ces suivis-là, eh ben, vous pouvez les confier aux orthophonistes. On n'a pas, généralement, on n'a pas trop de contre-indications, on a très peu d'effets indésirables. Ça, c'est un point super positif. Et par contre, on travaille beaucoup dans le confort de vie, dans tout ce qui va être ritualisation avec la famille. Et souvent, on les accompagne aussi dans l'après. Leur vie a été différente et on les accompagne dans l'après. Et ça, c'est un travail qui est lourd et qui demande quand même à être effectué. Et c'est souvent une partie de notre profession qui le fait. Voilà, écoutez, merci quand même de votre attention. Le PowerPoint sur l'orthophonie, la neurologie est là, donc vous pourrez le passer dans l'association. C'était assez succinct, les pathologies, l'action qu'on avait. Bien sûr, on n'a pas de récupération la plupart du temps. Parfois, ça arrive notamment pour les paralysies faciales. Mais en tous les cas, on a un aspect d'adaptation et d'accompagnement aussi de fin de vie qui peut être aussi important, aussi bien pour l'entourage que pour la dignité de la personne dans les soins palliatifs. Voilà, merci beaucoup. Merci.